toutes et à tous. Les devises marquantes du monde dans lequel nous vivons sont que, premièrement, le plein emploi n'est pas assuré et, deuxièmement, que la répartition des revenus, il manque d'équité. Alexandre le sait, c'est par ces phrases que Keynes commence le chapitre 24, qui est son chapitre conclusif de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Et cette phrase est plus actuelle que jamais. Comme vous le savez, le patrimoine des plus riches a été multiplié par 10 depuis 20 ans. Il dépasse 1200 milliards en France. Boris vient de le rappeler, la grande transmission d'ici 2040, ça sera 9000 milliards, dont l'essentiel est concentré sur les très hauts revenus qui vont être transmis. Et nous sommes aujourd'hui au cœur d'un débat que les socialistes ont largement nourri à l'Assemblée. Et vous allez ici au Sénat recevoir la patate chaude la semaine prochaine. Et il est de très bon augure que sur ce lieu soit organisé ce colloque. Symboliquement, je pense que vous avez bien fait de le faire et que ça tape là où il faut. Comment aujourd'hui imposer le patrimoine, non seulement sur le volet détention, c'est l'objet de la taxe Zuckman, mais aussi sur le volet transmission. Alors, j'ai commencé par Keynes parce que ce débat-là, ils l'ont chez les anglo-saxons beaucoup plus que chez nous. Ils l'ont eu très tôt. Et les premiers millionnaires, dont Carnegie, savaient déjà que transmettre des sommes d'argent considérables aux héritiers, c'était pas forcément productif si les héritiers étaient mauvais. Keynes lui-même défendait le principe d'un impôt sur les successions. Et justement, le chapitre 24 commence en disant que ce n'était pas l'épargne des classes riches qui pouvait soutenir l'économie et notamment financer l'investissement. Et on est en plein débat aujourd'hui. On a une épargne à un taux record, mais qui ne sert pas à financer franchement l'économie. Si vous prenez la capitalisation boursière, c'est aujourd'hui 3000 milliards qui circulent sur le marché actions, et vous n'avez que 10 milliards qui sont émis pour financer les investissements tous les ans. Donc on se rend bien compte qu'il y a une énorme épargne qui aujourd'hui ne sert pas franchement à financer l'économie et qui, si elle était mobilisée, notamment par l'impôt, pourrait nous permettre de financer l'action publique. Alors, en France, les socialistes se sont quand même saisis du sujet. La table ronde s'appelle « La gauche face à l'héritage ». Et au moment où Keynes écrit sur les droits de succession, Léon Blum, en France, fait une proposition qui est de limiter la transmission à la ligne directe et de la limiter à une génération. Donc, c'est un scénario de transmission, vous pouvez transmettre une fois, mais après, on déduit ce que vous avez reçu de ce que vous allez transmettre à vos héritiers. Bon, c'est une idée intéressante qui a jamais été appliquée dans les faits. Et si on déroule le fil de l'histoire sur l'imposition du patrimoine, c'est la gauche en 1981 qui crée l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais sans aller au bout, ni sur le volet détention, ni sur le volet transmission. Car, comme vous le savez aujourd'hui, sur le volet détention, il y a cette fameuse histoire des biens professionnels qu'on n'a pas osé affronter en 1981. Sur le volet succession, de la même façon, la plus grosse niche qui pose problème, à laquelle il faudra bien qu'on s'attaque, c'est le pacte Dutreil. C'est le Dutreil, au nom duquel on ne peut pas taxer les biens professionnels.
du point de vue de la transmission. Alors après, quand on passe aux travaux pratiques, techniquement, on sait comment il faudrait faire pour taxer et la détention et la transmission. Sur la détention, Gabriel Zucman nous a fait le cours en direct et là-dessus, nous n'avons rien à rajouter ici. Il a avec brio montré que dès lors qu'on mettait des niches, c'était une machine à optimisation fiscale. Et lorsque nous aurons une majorité, je pense que la proposition pur jus de Gabriel Zucman méritera d'être considérée et appliquée parce qu'elle n'est absolument pas spoliatrice et n'introduit même pas des éléments de progressivité s'agissant de l'impôt des plus riches, puisque le 2% du patrimoine vise uniquement à faire en sorte qu'ils aient le même taux d'imposition que les 1% les plus riches, quoi. Bon. Sur le volet transmission, Alexandre en parlera cet après-midi. Il a des propositions qui ont été faites avec Boris dans une note de la Fondation Jean Jaurès. Je pense que vous en parlerez cet après-midi. Et pense que nous l'intégrerons dans le projet que nous sommes en train de peaufiner et qui sera naturellement discuté dans le parti et validé dans les instances compétentes. Mais sachez que votre projet est vraiment le projet qui retient l'attention s'agissant des transmissions, puisqu'il propose notamment d'élargir l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, de mettre un barème plus progressif, principalement sur les très hauts patrimoines, et de taxer les plus-values latentes. Donc tout ça est absolument nécessaire et intéressant par les temps qui courent. Encore faut-il naturellement disposer de la majorité et conquérir celle-ci politiquement et culturellement. Parce que, alors, quelqu'un disait que l'essentiel n'était pas d'interpréter le monde comme le font les philosophes, mais de le transformer. Mais enfin, aujourd'hui, pour le transformer, on a besoin des philosophes, ma chère Mélanie. On a d'autant plus besoin que lorsque les propositions que vous faites vont arriver sur la place publique, vous allez tout de suite entendre parler d'impôt sur la mort ou des choses comme ça. Aux États-Unis, ils ont eu ce débat sur les successions et le mot a très vite été lâché. Donc, comment les philosophes, les universitaires en général, peuvent-ils nous aider à gagner la bataille culturelle ? Je pense que le détour que vous allez faire l'un et l'autre sur la perception que les gens ont de l'héritage depuis plus d'un siècle va nous fournir des armes. Alors, Mélanie Plouvier est maîtresse de conférences à l'Université de Nice et a publié L'injustice en héritage, un ouvrage qu'elle a amené là, donc, aux éditions La Découverte. Et je pense que tu vas nous... Ah, c'est d'abord Nicolas. Et Nicolas, lui, est l'auteur des Nouveaux héritiers. Et donc, je pense que ceci va constituer le cœur de son exposé. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Et je suis vraiment ravi d'être là pour discuter d'héritage ou même d'héritocratie. Alors, c'est jamais simple de résumer 200 ans d'histoire en 20 minutes, mais on va essayer de faire ça. Alors, je vais reprendre en partie des choses qui ont été dites déjà dans l'introduction. Là, l'idée, c'est pas forcément de parler que de la gauche, c'est peut-être plutôt parler de l'héritage et de la manière justement dont il a, dont ces grandes évolutions, mais qui évidemment vont impulser le débat et la manière, enfin les propositions qu'on peut faire, la manière dont l'héritage évidemment perçu aussi dans le débat public et politique. Alors juste pour rappeler les quelques chiffres qui ont déjà été évoqués, mais c'est des chiffres qui sont assez importants. Donc en effet, aujourd'hui, on revient à une société d'héritiers. Alors bon, on peut la mesurer de plusieurs manières, mais la plus simple, c'est de se représenter le patrimoine total des Français. Donc aujourd'hui, c'est 15 000 milliards d'euros. Si on prend le patrimoine privé total, au-delà de ceux des milliardaires, donc c'est un niveau
quasiment jamais atteint. On revient de ce point de vue-là à ce qu'on avait au 19e siècle ou avant la Première Guerre mondiale. Et si on veut comprendre un peu le poids de l'héritage, c'est de découper cet énorme gâteau entre sa part héritée et sa part accumulée ou épargnée. Donc de savoir un peu, on peut essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est une société d'héritiers ou d'épargnants de ce point de vue-là. Et donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, le patrimoine hérité il va représenter à peu près 2/3 du patrimoine total. Donc aujourd'hui, c'était 1/3 dans les années 70. Donc dans les années 70, on était davantage dans une société, on va dire, d'épargnants, mais ce poids-là, il était largement plus important. Donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, où il constituait 80-90% du patrimoine. Donc vraiment la représentation qu'on a dans tous les romans de Balzac qu'a lu Mélanie et qu'on a lu pour certains. Et ben c'était vraiment vrai à l'époque, c'est-à-dire que si le poids des rentiers, le poids du patrimoine et de l'héritage surtout est très fort à l'époque, c'est parce que c'est très fort dans les faits. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment explique l'évolution globale? De plusieurs manières. Donc évidemment, l'évolution de l'héritage, ça suit de très près l'évolution du patrimoine du vivant qui a beaucoup changé au cours du temps. Donc je vais aller très très vite, mais tout ça a été mis en lumière notamment par les travaux de Thomas Piketty qui ont été prolongés depuis. C'est-à-dire que pour transmettre du patrimoine, il faut détenir déjà du patrimoine. Et donc ce poids du patrimoine était donc très important au 19e. Et au cours du 20e siècle, on a donc cette courbe qui graphiquement ressemble à un U avec donc une chute vraiment de la valeur du patrimoine pendant la première moitié du XXe siècle, suite à des chocs qui sont très différents, mais qui vont tous dans le même sens, donc des guerres, des guerres mondiales, des crises économiques d'ampleur, la mise en place aussi d'un État-providence et d'une taxation un peu plus progressive, donc des héritages et des revenus, qui fait que dans les années 70, finalement, la valeur du patrimoine a fortement décru, et ce qu'on va transmettre décroît aussi assez fortement. Et donc la remontée qu'on a depuis les années 70, c'est dû à un mouvement inverse. L'absence de choc majeur, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun choc sur les 50 dernières années, mais avec des effets beaucoup plus limités, des crises récentes par exemple sur le patrimoine, y compris même sur le patrimoine des plus riches, qui se rétablit très rapidement après des crises. Si on regarde la crise de 2007-2008, donc dès 2012, on revient en France au même nombre de millionnaires par exemple dans le pays. Donc la crise prend 2-3 ans pour eux à se rétablir, alors que la crise de 29 et les guerres, évidemment, c'est des crises un peu plus d'ampleur. On a l'effet, ce qui explique en partie les aspects sur la grande transmission, l'effet de la mortalité, en effet, donc là des baby-boomers, donc qui naturellement, même sans rien faire, donc créent un choc en termes simplement du nombre de transmissions à venir d'ici donc 2040-2050. Et vous avez aussi des mouvements un peu sur la manière dont épargnent les individus. Donc alors qu'en économie, en fait, on peut avoir des jolis modèles, des modèles qui nous disent que une fois qu'on vieillit, on va désépargner pour mourir avec zéro. Donc ça, c'est la théorie, évidemment. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, on continue d'épargner aux âges assez avancés. Donc les effets, les chocs d'épargne, notamment liés au Covid, la surépargne qu'on avait noté pendant le Covid, c'était surtout les plus aisés, sans trop de surprise, et aussi les plus âgés. Donc on continue d'épargner et on meurt en fait avec beaucoup aussi. Et ça, c'est aussi un changement qui est important, lié aussi par rapport au 19e à des différences quand même sur l'espérance de vie qui sont assez marquantes. Donc de ce point de vue-là, en effet, on revient aujourd'hui à une société, une héritocratie, ou à une société d'héritage. Pas tout à fait, à nouveau, le poids est un peu moins important, mais la trajectoire, en tout cas, est très marquée. Et donc, en effet, d'ici 2040, on pourra revenir quasiment au même niveau que ce qu'on observait donc avant la Première Guerre mondiale. Et donc, si on place une société d'héritiers où le curseur du poids de l'héritage, c'est plus de 50%, on y est déjà depuis, en fait, un petit moment. On n'y est pas depuis cette année. Ensuite, on peut revenir quand même sur quelques différences qui font que peut-être que les propositions d'hier méritent d'être révisées ou méritent d'être reprises peut-être telles quelles. Une première différence assez importante, c'est quand même le niveau d'inégalité. Donc aujourd'hui, le patrimoine, il est très inégalement réparti, beaucoup plus que les salaires, mais c'est quand même moins, le niveau de concentration est quand même moindre qu'au 19e. Dans le sens où vous avez une sorte de classe moyenne patrimoniale qui apparaît, et ça, donc, on pourrait se dire que c'est bénin, il suffit peut-être de revoir un peu la progressivité. Ça change quand même beaucoup les arguments. Donc le débat la population qui était très polarisée au 19e, si vous taxiez progressivement, vous taxiez surtout les plus riches. Et il y avait évidemment un continuum de patrimoine, mais c'était quand même relativement binaire. Aujourd'hui, vous avez peut-être une résistance qui vient en partie de cette classe moyenne, qui va détenir
son logement, qui veut le transmettre, qui a un attachement à la résidence principale et qui peut expliquer aussi pourquoi le débat est si complexe aujourd'hui et pourquoi il y a ce rejet. Donc c'est un élément important, mais on reste quand même sur un niveau d'inégalité qui est assez important, où on l'a rappelé tout à l'heure, donc les 10% des héritiers les plus riches concentrent à eux seuls 50-60% des transmissions, donc il y a quand même une concentration qui est évidemment très notable, et à l'opposé, donc en gros, la moitié des Français qui n'héritent de rien, donc pour eux rien n'a changé, mais vous savez, entre ces deux-là, une classe qui est apparue. Et vous avez ce retour aussi, si on revient vraiment au parallèle avec le 19e, hein, la figure du rentier qui revient, donc des gens qui vont hériter plus, non pas quelques millions d'euros, mais plus que toute une vie de travail. Donc vous avez vraiment un niveau d'héritage aujourd'hui qui remet en question, justement, qui dévalorise en fait le travail, qui montre que le travail est dévalorisé de manière assez forte. Et là-dessus, on va retrouver en France, on le sait donc avec l'héritage, mais on le sait aussi avec l'éducation, une société où les inégalités ne sont pas extrêmes, même si on peut les trouver déjà trop élevées, mais une société, surtout, les inégalités se reproduisent très fortement, que ce soit donc du point de vue vraiment du patrimoine, on va dire matériel, mais du capital humain aussi. Et donc, de ce point de vue-là, la France est particulièrement mauvaise sur ce point-là. Et donc, quand on pense aux transmissions, il ne faut peut-être pas s'arrêter seulement à l'héritage, mais on pourrait aussi, même si ce n'est pas le cœur ici, parler de l'éducation et donc du poids de l'origine sociale de manière générale. Donc là-dessus, à nouveau, il y a des petites différences, mais vraiment, il y a quand même une concentration qui reste assez forte. Toujours sur la question des propositions, le patrimoine aujourd'hui, il est quand même plus varié dans sa composition. Si vous regardez le patrimoine au 19e siècle, grosso modo, c'est surtout des terres qui vont être détenues. Et donc, si vous taxez les terres, vous taxez tout le monde, y compris les plus riches. Aujourd'hui, là, c'est le débat qui vient d'être énoncé avec la taxe Zuckman. Dès que vous allez faire des niches fiscales pour certains types d'actifs, là, il y a des gros effets redistributifs tout de suite. Donc, exclure le patrimoine professionnel ou les assurances-vie ou tel aspect, vu que c'est détenu de manière très inégale, évidemment, au sein de la population, tout de suite, vous allez créer des distorsions, de l'optimisation qui va beaucoup jouer sur le rendement de l'impôt, déjà tout court, et sur qui vous touchez. Et donc, évidemment, là-dessus, le plus simple, c'est d'avoir une assiette large qui exonère le moins possible, mais donc, c'est un enjeu. Évidemment, le parallèle avec le 19e n'est pas exactement le même, mais on a ici donc le patrimoine financier et professionnel qui va constituer vraiment une grosse partie du patrimoine, donc en haut de l'échelle, alors que l'immobilier va constituer vraiment le patrimoine pour les classes moyennes. Donc là, on peut jouer justement sur faut savoir si on joue sur ces leviers-là ou si on fait une taxe évidemment qui ne distingue pas les différents éléments de l'impôt. La composition du patrimoine. Un dernier élément qui est aussi mis en avant très souvent pour la question du retour de l'héritage, c'est le vieillissement de l'héritage, le vieillissement du patrimoine et l'âge auquel on hérite aujourd'hui. Donc là, évidemment, le parallèle avec le 19e, on ne peut pas du tout le faire, vu qu'on n'hérite pas du tout au même âge aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour une bonne nouvelle, c'est plutôt lié au fait que l'espérance de vie augmente très fortement. Donc hériter à 50-60 ans, c'est-à-dire que nos parents sont vivants jusqu'à ce qu'on ait 50-60 ans. Ça peut être une bonne nouvelle, généralement. Donc là, ça crée en fait des conséquences importantes à plusieurs niveaux. Je crois que Mélanie reviendra là-dessus, mais une première conséquence, c'est les conséquences en termes d'efficacité. Donc transmettre un patrimoine à quelqu'un qui a 60 ans, ça ne veut pas dire qu'on est vieux à 60 ans, mais il nous reste quand même moins de temps à vivre que si on a 20 ans. Et donc les perspectives de l'utilisation de ce patrimoine-là ne sont pas du tout les mêmes. Ça ne veut pas dire que le patrimoine peut ne pas être utilisé utilement, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes enjeux qui vont se poser quand on part en retraite ou quand on se lance dans la vie. Donc ça, c'est un enjeu qui va être important, qui généralement suscite aussi pas mal de propositions pour rajeunir justement le patrimoine, essayer d'anticiper justement ces transmissions. Là où c'est justement à la fois quelque chose qui est souhaitable et en même temps un piège aussi, c'est qu'il y a aussi des très fortes inégalités face à ce vieillissement. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent leur patrimoine tard sont déjà, à nouveau, il y a plein de gens qui ne reçoivent pas du tout de patrimoine, donc eux, peu importe finalement l'âge, l'héritage sera zéro, mais c'est surtout des personnes dont le patrimoine des parents n'est pas très liquide en fait. Donc justement, c'est cette classe moyenne dont on va parler, dont j'ai parlé juste avant, qui va recevoir ses patrimoines à 50-60 ans, parce que le seul bien des parents, c'est leur résidence principale. La transmettre du vivant, c'est possible, mais ça peut être compliqué, etc. Et donc là, vous avez justement une très forte inégalité, puisque ceux qui ont des patrimoines plus liquides, constitués d'actifs financiers, eux peuvent le transmettre de leur vivant. Et donc l'âge auquel vous recevez notamment des donations est très variable en fait en fonction des individus. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités du point de vue de l'héritage.
les inégalités du point de vue des donations, c'est encore plus fort. Donc là, très peu de gens reçoivent des donations. Et quand je dis donations, c'est une donation d'un montant important, hein, au-delà du seuil des 100 000 euros. Et aujourd'hui, on sait que les donations, ça va être un poids important justement dans l'héritage. Une transformation qui est importante, c'est le poids des transmissions du vivant, puisque ça constitue aujourd'hui entre à peu près 50% du total des transmissions. Donc si on prend tout ce qui est transmis, c'est 50% du vivant, tandis que pendant très longtemps, c'était autour de 20-25%. Ça a été très stable vraiment pendant les 2 siècles, et donc depuis notamment les questions liées à l'augmentation de l'espérance de vie, ça a augmenté pour atteindre aujourd'hui 50%. Et donc ça, c'est un argument qui est un peu laissé de côté dans le débat, en disant qu'on va simplement rajeunir les choses, alors que justement vous avez ces très fortes inégalités, et on sait que ça joue aussi sur la représentation. Enfin, Mélanie en parlera quand même, mais voilà, quand on essaye de transmettre son patrimoine à son enfant, si l'enfant a 50 ans ou 20, en fait, c'est pas la même chose non plus de représenter les choses de cette matière-là. Et ce qu'on peut voir aussi, même si c'est très compliqué à mesurer, hein, c'est que cette inégalité face à ce filet de sécurité aussi dès votre jeune âge, ça change aussi beaucoup d'aspects, beaucoup de choses dans la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très concret, qui est très dur à mesurer. Mais donc cet effet-là est très important. Okay. Donc voilà pour les principales différences. Il y en a une autre, mais ça sera le propos de Mélanie, donc je vais pas intervenir là-dessus. C'est le parallèle entre ce poids de l'héritage et son poids dans le débat public et dans les représentations, qui a beaucoup changé. Moi, je vais peut-être donc je vais laisser Mélanie parler de ça. Juste finir sur un dernier élément qui est donc ce qui a été évoqué, hein, c'est le parallèle entre le poids de l'héritage et son poids dans l'impôt et la manière dont il est traité fiscalement. Donc en effet, aujourd'hui, on a ce sorte de paradoxe avec ce retour de l'héritage très marqué, et pas seulement en France, hein, dans beaucoup de pays ici, aux États-Unis ou en Suède par exemple, et à côté de ça, une remise en cause justement de l'impôt successoral. C'est-à-dire que vous avez, depuis les années 80, une tendance mondiale, on va dire, qui est de remettre en question ces impôts. Et quand je dis remise en question, ça peut aller jusqu'à la suppression de l'impôt. Donc c'est plus qu'un débat, c'est vraiment une suppression totale. Ou dans certains autres pays, comme aux États-Unis, un allègement considérable de l'impôt, ce qui fait que pour commencer à payer l'impôt, il faut déjà transmettre à peu près 12 millions de dollars, ce qui fait que peu de personnes finalement sont éligibles à l'impôt. Et ce qu'on sait, c'est que c'est une tendance qui paraît très paradoxale, mais qui existe très bien, qui explique en partie aussi le retour de l'héritage. Si vous ne le taxez plus, forcément, il se transmet un peu plus facilement. Et ce qu'on sait, c'est que dans le débat politique en général, la question de l'héritage, elle a jusqu'à assez récemment un peu disparu. Si vous regardez, en fait, vous pouvez vous amuser à regarder, hein, si vous retrouvez donc les programmes présidentiels pour l'élection de 2017, y compris ceux de la gauche, hein, cette question-là est totalement absente, en fait, quasiment absente. En tout cas, il n'y a pas eu un moment en 2017 sur cette question-là. En 2022, déjà, c'était différent, donc c'est aussi un peu une source d'espoir, c'est-à-dire qu'en 5 ans, en 2022, vous avez pendant la campagne, vraiment, tous les partis ont dû s'aligner, et là, vous avez vu très clairement, vous pouvez à nouveau chercher dans les programmes, vous vous souvenir un peu si vous vous rappelez des éléments du débat, mais clairement une question qui était droite-gauche, quoi. On peut entendre souvent qu'il n'y a plus ni droite ni gauche, bon, c'est peut-être pas ici que je dois le dire, mais sur cette question-là, c'était très clair, c'est-à-dire que tous les partis de la gauche, avec des variantes, mais étaient pour une augmentation de la progressivité de l'impôt, et tous les partis de la Macronie à l'extrême droite étaient donc pour un allègement avec des formules très différentes, mais souvent un allègement notamment des donations, des fois des suppressions quasiment de l'impôt. Donc il y a eu un débat quand même qui est revenu, mais de manière assez récente. Ce qui est intéressant aussi dans les débats politiques, c'est que les arguments changent quand même très peu. Si vous regardez les arguments mis en avant au XIXe siècle et aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, on n'invente pas grand-chose quand même. C'est-à-dire que les opposants à l'impôt vont souvent mettre en avant les arguments moraux en disant, on va prendre les arguments d'Eric Ciotti notamment, en disant qu'on taxe la mort, ou de manière générale, on va taxer l'altruisme des parents, donc c'est un impôt qui est immoral. Et c'est surtout ces arguments-là qui sont mis en avant. Du côté des partisans, on va mettre en avant deux éléments, surtout un qui est celui de la justice sociale, en disant on ne mérite pas son héritage, donc il n'y a pas de raison justement de laisser cet élément-là. Et si on veut vivre dans une méritocratie, il faudrait taxer progressivement l'impôt, voire l'abolir dans des cas pour certaines propositions. On peut aussi, là c'est peut-être plus un débat entre académiques, mais mettre en avant justement l'efficacité économique de l'héritage, en disant que l'héritage, finalement, que ce soit pour des éléments précis comme le pacte Dutreil et la transmission d'entreprise, on peut exonérer certains types d'actifs sans que ce soit forcément très efficace. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait les taxer comme n'importe quel autre actif.
Et de manière générale, des sociétés inégales et immobiles ne sont pas forcément des sociétés qui sont plus performantes économiquement. Donc c'est pour ça que, sans qu'il y ait un consensus au sein des économistes, mais disons, il y a quand même une convergence pour dire que l'héritage pourrait être mieux taxé, avec à nouveau là, des variations très importantes au sein des économistes, mais on a quand même ce débat-là et ces deux types d'arguments. Et on pourrait se dire, finalement, qui va l'emporter, quoi ? Quel type d'argument l'emporte ? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt les opposants qui l'emportent, si on regarde beaucoup de pays, ou même le débat en France, puisque la France, sans avoir donc supprimé l'impôt, l'a quand même considérablement allégé, donc n'est pas du tout en fait un outlier, on va dire, en économie, donc un pays qui se démarque des autres. Donc on n'a pas supprimé l'impôt, mais en générant justement des pactes du trade ou des allègements pour les assurances-vie ou du démembrement de propriété. En fait, on se situe dans la tendance tout à fait normale, tout à fait dans la tendance des autres pays, même si on l'a fait en France, c'est ça qui est notre petite particularité et notre amour des niches fiscales, on l'a fait de manière beaucoup plus indirecte, là où des pays ont supprimé ou mis une entrée dans l'impôt beaucoup plus élevée. En France, on a multiplié les outils pour au final avoir de la même manière que ces pays-là une baisse en fait du taux d'imposition effective des héritages. Et donc la question, c'est de savoir qui peut l'emporter. Si on regarde l'histoire, en fait, on peut aussi ne pas se baser forcément sur l'impôt, sur les débats actuels et sur pourquoi l'impôt a été diminué dans plein de pays, mais pourquoi est-ce qu'au début du XXe siècle, tout le monde s'est mis à taxer en fait progressivement l'héritage ? Parce qu'on peut aussi regarder ce débat de ce point de vue-là. En France, l'impôt progressif a été mis en place en 1901, après un siècle avec énormément de propositions, sur lesquelles reviendra Mélanie, mais finalement très peu de changements de fiscaux. Et on pourrait se dire, finalement, début 20e, la France met en place un impôt progressif, puis les États-Unis vont faire pareil, puis la Suède, puis on a un premier quart de siècle où tout le monde se met subitement à taxer l'héritage. Et donc on pourrait essayer de comprendre un peu pourquoi finalement les gens font ça. On pourrait se dire, finalement tout le monde se rend compte qu'il y a des inégalités, mais bon, ça fait un siècle quand même qu'il y a des philosophes, des penseurs, des romanciers qui écrivent là-dessus, donc les gens se réveillent peut-être un peu tard. Et ce qui a été un peu mis en avant, c'est finalement, c'est peut-être pas le côté justice sociale qui l'a emporté, mais c'est peut-être en fait le besoin justement de recettes fiscales qui à l'époque l'emporte. Et donc, ce qu'il y a de commun à tous ces pays-là, et au début du XXe siècle, c'est que tous les pays font face à des crises liées aux guerres mondiales, aux crises économiques, à des besoins de financement massifs qui nécessitent en fait de demander en fait aux plus riches de contribuer davantage. Et c'est pour ça, c'est une partie de l'explication, qui fait qu'on va avoir donc dans la plupart des pays une mise en place d'impôts progressifs sur les revenus, sur l'héritage, parfois sur le patrimoine lui-même. Et finalement, ce parallèle-là, on peut le faire avec les situations actuelles. Donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui vraiment, pour boucler peut-être ce budget, des besoins, mais à court terme ou à moyen terme, beaucoup d'urgences en fait, qu'elles soient climatiques, géopolitiques, etc., qui nécessitent aussi peut-être un besoin de recettes fiscales. Donc c'est peut-être finalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler d'inégalité derrière, mais c'est peut-être ces arguments-là qui peuvent aujourd'hui l'emporter et mettre, c'est peut-être pour ça que le débat revient aussi si fortement sur le devant de la scène. Donc ce parallèle-là, je pense qu'il est intéressant, qui peut être être fait de manière assez évidente avec la situation finalement du début du XXe siècle. Donc voilà un peu le propos que je voulais tenir. Je vais peut-être m'arrêter là, je crois que mon temps de parole est terminé. Donc laisser la parole à Mélanie pour revenir sur l'évolution des représentations de l'héritage. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée. Je suis, comme Boris-Julien Vauzel, intimement convaincue de l'urgence qu'il y a aujourd'hui à se saisir de la question de l'héritage et je crois que le moment est venu. Nous sommes dans une configuration politique et intellectuelle qui, à mon sens, le permet. Alors cette urgence, je la vis comme philosophe, d'abord, je vous prie de m'en excuser, à savoir comme une urgence qu'il y a à s'arrêter, à prendre le temps de penser cette question avant même que de proposer quoi que ce soit. Je crois que nous
Alors ça peut paraître contradictoire, une urgence à s'arrêter, à suspendre l'évidence, mais je crois que c'est ce moment-là dont nous avons besoin et que auquel ce colloque entend œuvrer. Alors je ne vais pas m'arrêter trop longuement sur le diagnostic parce qu'il a été déjà très largement établi. On l'a dit, nos sociétés sont de plus en plus des sociétés d'héritiers dans lesquelles l'héritage acquiert un poids de plus en plus important, et j'ai envie d'ajouter au détriment du travail. Il me semble que c'est un point absolument primordial pour comprendre la configuration dans laquelle nous sommes. On ne peut pas penser l'héritage seul. Le poids retrouvé de l'héritage, c'est un poids dégradé du travail, du mérite propre, et c'est sur ce diagnostic-là que je voudrais commencer par m'arrêter. C'est cette situation, d'ailleurs, ce texte, je pense, pour toute personne qui travaille sur l'héritage, ce célèbre discours de Vautrin à Rastignac dans le Père Goriot, je crois qu'il emplit cette salle. C'est cela que porte ce discours. Qu'appelle-t-on une société d'héritiers? Précisément une société dans laquelle, en un sens, pour accéder à certaines positions patrimoniales, mieux vaut hériter que travailler. C'est cela que nous rappelle Balzac dans ce discours de Vautrin. Et de ce point de vue, oui, nos sociétés se rapprochent tendanciellement des sociétés du XIXe siècle. Et il n'est qu'à songer, si on en a besoin d'une incarnation, à la difficulté aujourd'hui d'accéder à la propriété d'un logement, par exemple à Paris, mais pas simplement, depuis les seuls revenus du travail. Ça devient de plus en plus difficile. Alors, incontestablement, les inégalités aujourd'hui sont moindres quand on se penche sur le temps long. Les inégalités aujourd'hui sont moindres qu'elles n'étaient au XIXe siècle. Les chiffres ont été donnés. Les 10% les plus riches détenaient 80 à 90% du patrimoine total au XIXe siècle. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 60-62%. Mais cette réduction des inégalités sur le temps long ne doit pas masquer certaines constantes. Alors déjà, on l'a dit, je crois qu'en matière d'inégalité, ce qui est important, c'est de regarder la tendance. Et il se trouve que la tendance depuis les années 1970, c'est que les inégalités patrimoniales sont reparties à la hausse. Et donc, quelle que soit la baisse sur le temps long, étant qu'il y a eu une inversion de courbe, c'est la fameuse, la remontée du U dans les courbes de Piketty. Mais il y a également des constantes qui doivent nous interpeller, et quelle que soit l'importance de l'émergence de la classe moyenne patrimoniale sur lesquelles nous devons nous arrêter. Hier, au XIXe siècle, comme aujourd'hui, la moitié la plus pauvre de la population détient toujours moins de 5% du patrimoine. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie de la population détient très peu, transmet peu et reçoit peu. C'est ça qui fait de l'héritage une réalité extrêmement concentrée. Un petit nombre transmet beaucoup quand le grand nombre reçoit très peu. Et un chiffre, pour moi, le résume, et je crois que nous avons à marteler ce chiffre, celui de l'héritage médian. La moitié de la population française reçoit moins de 70 000 €. Donc nous parlons d'un phénomène extrêmement concentré. Alors, par ailleurs, je voudrais, et sans plomber l'ambiance, ajouter 3 points d'aggravation dans ce diagnostic par rapport au XIXe siècle. La situation, à mon sens, s'est aggravée par rapport au XIXe siècle, d'abord en ce que ça peut paraître un diagnostic un peu contrasté, mais nos sociétés d'héritiers viennent après une période de régression de l'héritage. Cette société de la fin de l'héritage telle qu'elle s'était déployée entre la Première Guerre mondiale et les années 1970. À cet égard, Nicolas, je ne suis pas d'accord pour dire que les sociétés d'héritiers du XIXe siècle étaient des héritocraties. Non, elles n'étaient pas des héritocraties. Pourquoi? Parce qu'elles ne succédaient pas à une phase méritocratique. En d'autres termes, nous avons vu qu'il était possible de réussir par le seul travail, de partir de rien et de connaître, à force d'efforts, de mérite, une mobilité sociale ascendante. Mais ceux pour qui les efforts du travail ont porté, ce n'est pas nous-mêmes, ce sont nos grands-parents. Nous avons vu cette génération qui
est parvenu grâce à son propre travail. Et ça change tout, à mon sens, de l'avoir vu. Pire, dans nos sociétés d'héritiers, l'idéal méritocratique et la valorisation de la réussite par le mérite propre persistent, alors même que le retour de l'héritage les bafoue structurellement, les rendent impossibles structurellement. C'est cela, à mon sens, l'héritocratie, à savoir la persistance de l'idéal et de l'injonction méritocratique quand le retour de l'héritage en empêche désormais la réalisation. Durkheim le disait d'une phrase limpide comme toujours. Il n'y aura pas d'égalité des chances tant qu'il y aura de l'héritage. C'est dans ces conditions héritocratiques, précisément, que la méritocratie devient une fausse promesse. Et je crois que nous avons tous à réfléchir à cela. Et de ce point de vue, notre situation n'est pas la même que les femmes et hommes du XIXe siècle. Second élément d'aggravation, je vais définitivement plomber l'ambiance, second élément de dégradation, ça a été déjà évoqué, mais je voudrais revenir sur le sens philosophique, ce qu'on peut appeler la seniorisation de l'héritage. C'est cette fois-ci un fait démographique qui intensifie les injustices intergénérationnelles liées à l'héritage. L'âge moyen de l'héritage a considérablement reculé. André Masson, dans ses travaux, l'a bien montré, alors qu'en France, en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans, on hérite aujourd'hui en moyenne en pleine propriété à 60 ans. 25 ans, 60 ans. Vous le devinez, on ne fait pas la même chose, c'est ce que disait Nicolas, on ne fait pas la même chose avec un patrimoine reçu à 25 ans et avec un patrimoine reçu à 60 ans. C'est ce que André Masson appelle la crispation patrimoniale et qui est un des enjeux économiques du moment que nous connaissons. Je voudrais revenir sur les enjeux philosophiques. Je crois qu'il y a là comme un décalage, une dissonance cognitive ou un désajustement. Nous continuons de justifier l'héritage en nous représentant nos héritiers, nos enfants, sous les traits du jeune adulte. Quand vous songez aux raisons profondes pour lesquelles vous êtes attaché à la transmission familiale du patrimoine, vos enfants vous viennent sous la figure de l'enfant, du jeune adulte. Et qu'est-ce qu'il y a derrière philosophiquement? Il y a cette idée que nous souhaitons transmettre le fruit de notre travail pour que nos enfants commencent plus haut que nous avons nous-mêmes commencé. Mais c'est faux aujourd'hui dans les conditions démographiques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, les enfants, vos enfants, il faut que vous les représentiez sous les traits du jeune retraité, si la retraite n'est pas trop reculée, elle aussi. En d'autres termes, l'héritage a cessé d'être un point de départ, c'est devenu un point d'arrivée. Et les justifications que nous continuons d'apporter à cette institution sont désajustées par rapport à cette réalité démographique. Et je crois que nous avons collectivement à faire un travail pour adapter nos représentations à cette réalité démographique, à ce qu'est devenu aujourd'hui l'héritage, à savoir des flux de patrimoine, de personnes très âgées vers des personnes âgées. Troisième aggravation, on en a déjà parlé dès l'ouverture, ce phénomène que l'on appelle la grande transmission et qui est lié au fait que la génération des baby-boomers tout à la fois détient du capital et vieillit. Ce chiffre, c'est 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis en France d'ici 2040, je crois. Ce chiffre doit tous nous faire réfléchir. Ça a été dit, le plus grand transfert de richesse privée que la France ait connu. Et il faut le rattacher aux autres données démographiques et économiques qui ont été jusqu'ici livrées. Ces 9 000 milliards d'euros, si l'on ne fait rien, vont être transmis à des personnes de plus de 60 ans qui vont l'épargner dans des investissements peu risqués de court terme. Et donc, je crois qu'il y a là, dans cette situation, en un sens de blocage, il y a là la nécessité que nous nous saisissions de cette question pour se demander si c'est bien cela qui est collectivement souhaitable. Alors je le dis avec un quatrième point, en un sens d'aggravation, c'est que nous sommes assez mal outillés théoriquement.
en tout cas comparativement au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors même qu'il y a cette urgence à penser, à se saisir de la question de l'héritage avec les traits d'aggravation que j'ai dessinés, notre unique manière de nous saisir de cette question passe par la focale de l'impôt, le plus ou moins d'impôts, avec certes un clivage gauche-droite sur le plus d'impôts pour les plus grosses successions, mais globalement une question saisie uniquement à travers la question de l'impôt successoral, dont on sait que c'est... alors je ne pense pas qu'il faille se contenter de ce diagnostic, mais il faut au moins en partir, dont on sait qu'il est l'impôt tout à la fois le plus détesté, mais aussi le plus surestimé, et qu'il y a vraisemblablement là un travail à faire. Et de ce point de vue, le contraste est extrêmement fort entre nos manières de déterminer ce problème de l'héritage contemporain avec la manière dont on se représentait l'héritage au XIXe siècle. Et si vous me le permettez, je voudrais vous embarquer avec moi dans le XIXe siècle pour essayer de vous faire... Ce qui est fascinant quand on se tourne vers ce XIXe siècle, c'est qu'on rencontre des manières de se représenter l'héritage que l'on ne comprend plus tout à fait. Et le détour de ce point de vue par l'histoire des idées, ce temps d'arrêt par l'histoire des idées, permet de déceler ce que nous ne parvenons plus aujourd'hui à penser en matière d'héritage. Je voudrais essayer de le faire avec vous synthétiquement en 4 contrastes entre nos manières contemporaines de penser l'héritage et la manière dont nos ancêtres, nos aïeux pensaient l'héritage. Le premier point de contraste, il est quantitatif. On parlait beaucoup d'héritage au XIXe siècle et je n'ai pas peur de l'affirmer haut et fort, nous parlons très peu d'héritage comparativement. Alors, vous pouvez en avoir une représentation très rapide, il suffit d'ouvrir les romans. Alors, ça a été dit, Balzac est de ce point de vue un formidable accompagnant, parce qu'on cerne à la lecture de ces romans l'omniprésence de la question de l'héritage. J'ai été très frappée par cette rentrée littéraire qui consacre nombre d'ouvrages à la question de la famille. Cette rentrée littéraire parle de la famille, mais ce sont des familles sans bien. Il y a une mémoire qui se transmet, il n'y a pas de bien. Nos familles sont... Il n'y a pas de bien matériel, il n'y a pas... Comparé avec Balzac, c'est vraiment la matrice de la transmission dans sa matérialité même qui est omniprésente dans les romans de Balzac. Alors, juste pour vous en donner une illustration, parce que ça me paraît quand même important, j'ai construit des bases de données textuelles où j'ai essayé, donc pour recenser ce travail théorique sur l'héritage au XIXe siècle. J'ai plus de 100 000 monographies en langue française, je ne parle que des monographies numérisées, 100 000 monographies en langue française traitant de la question de la transmission successorale. Je crois que nous sommes sur notre décennie une petite dizaine à écrire des livres sur l'héritage. Voilà, donc premier contraste, au XIXe siècle, l'héritage était une question omniprésente dans le débat théorique, dans le débat politique. Cette question était sur toutes les lèvres. Second contraste, cette fois-ci davantage qualitatif, au XIXe siècle, on n'avait pas peur d'interroger cette institution. Le contraste est même à ce point frappant que l'inversion est totale. Chez ceux-là même qui justifient l'institution de l'héritage au XIXe siècle, il est impossible de le faire sans commencer par interroger cette institution. Il est impossible de commencer à l'époque à parler d'héritage, même en vue de le justifier, sans commencer par se demander, mais y a-t-il un fondement ? Je vous en donne un exemple. Charles Renouvier, je ne sais pas si vous connaissez Charles Renouvier, néo-kantien. On est en 1869, il écrit La science de la morale. Il essaye de fonder un droit sur les bases de la morale kantienne. Voilà, grosso modo. Et il va le faire, il prend Kant, il en déduit une liberté absolue de tester. Bon, c'est contestable, mais toujours est-il qu'il est favorable au pouvoir du propriétaire de déterminer ce que ses biens deviendront après sa mort. Justification d'une forme de transmission. Il ne peut le faire qu'après avoir, pendant 3-4 pages, interrogé le fait même qu'il soit possible de déduire un droit de tester depuis un droit de propriété. En se demandant, mais finalement, qu'est-ce qui justifie que le mort, qui n'est plus que poussière, puisse
transféré. Vous voyez l'inversion par rapport à nos manières de nous représenter. Nous, au contraire, en gros, nous n'interrogeons quasiment jamais l'évidence qu'a pour nous l'héritage. Par là même, donc, vous voyez, ce qui est en jeu, c'est qu'aujourd'hui, nous interrogeons très peu la légitimité de cette institution, quand au contraire, c'était un passage obligé au XIXe siècle. Par là même, le panorama des propositions normatives en matière d'héritage au XIXe siècle était bien plus ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, je vous ai fait un petit florilège, si vous me permettez. On trouve, par exemple, j'ai pris les plus marquants, on trouve, par exemple, au XIXe siècle, des propositions pour tirer les héritages à la loterie. Alors, c'est une proposition provocatrice, incontestablement. Elle était prononcée de manière provocatrice par ceux-là même qui les prononçaient déjà à l'époque. Qu'est-ce que donne à voir cette proposition ? Finalement, le fait que, au fondement de cette distribution, de cette allocation des ressources que constitue l'héritage, il y a un hasard, il y a de l'aléa de la naissance. Cette proposition de tirer les héritages à la loterie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous donne à voir combien l'héritage constitue une certaine allocation post-mortem des ressources fondée sur une distribution aléatoire, le hasard de la naissance. D'autres propositions, on le trouve par exemple chez Fichte, une version beaucoup plus raffinée que celle que je vais vous présenter, mais j'ai pas beaucoup de temps, proposition de tirer les héritages à la course. Le premier qui s'en saisit. Ah bah oui, mais finalement, tirer les héritages à la course, il y a au moins un mérite, courir vite. Est-ce qu'il n'y a pas plus de mérite déployé dans le fait de courir vite que d'avoir le bonheur de naître dans telle ou telle famille ? Vous voyez, bon, on est d'accord, ce sont des propositions volontairement provocatrices, mais qui, en un sens, interrogent directement ce qui, en un sens, pose question dans l'héritage. On trouve bien d'autres propositions. On trouve, par exemple, des propositions de plafonnement de l'héritage, défendues par des libéraux, un peu teintés de socialisme, qui ne mettent pas le plafond à 12 millions, mais bien plus bas. Et on trouve également des propositions, on est sur une période où l'impôt n'est pas encore totalement ancré dans sa progressivité. Je vous en donne juste un exemple, des propositions par exemple de fiscalité progressive complexifiée par rapport à celle que nous connaissons. Il y a un fameux principe qu'on appelle le principe Rignano, qui nous vient du théoricien socialiste Eugenio Rignano, qui propose tout début du XXe siècle d'ajouter un facteur de progressivité. L'impôt progressif sur les successions date de 1901, 13 ans avant la mise en place de l'impôt progressif sur les revenus. En Italie, il est mis en place en 1902, et en 1904, Eugenio Rignano propose d'ajouter un facteur de progressivité. Il souhaite ajouter à la progressivité selon le degré de parenté et à la progressivité selon le montant un troisième facteur qu'il appelle l'âge du patrimoine. Et en d'autres termes, ce qu'il propose de faire, c'est d'appliquer un taux plus important aux parts du patrimoine issues d'héritages reçus par les parents que à la part du patrimoine issue du travail propre des parents. Et ça, en augmentant progressivement. Donc un héritage qui a été transféré 3 fois se voit appliquer un taux plus important que le patrimoine qui est issu de 2 héritages. Et ce principe Rignano est extrêmement intéressant, et on voit combien nos catégories sont assez monolithiques finalement, puisque ça permet de différencier entre la richesse créée au présent et la richesse concentrée au fur et à mesure, au fil des générations. Ça permet également de faire face à un phénomène caractéristique des grosses successions. Peu de grosses successions se sont faites en une génération. On a un phénomène de concentration au fil des générations. Vous voyez, une proposition comme celle de Rignano est d'une étrange subtilité par rapport à nos conceptions. Mais là où le XIXe siècle nous surprend le plus, c'est dans les propositions abolitionnistes. Des propositions donc, pour abolir purement et simplement l'héritage. Alors on sent les murs trembler, on se dit mon Dieu, mais il s'agit d'abolir, de supprimer la propriété, de supprimer la famille, d'enlever toute motivation au travail. Et non, tout au contraire, ces auteurs entendent refonder
refonder la famille, refonder la propriété. Et ça, c'est un des points assez intéressants que de voir que ces positions abolitionnistes, hein, elles ne sont pas isolées, ce ne sont pas des positions abolitionnistes qui seraient le fait de révolutionnaires. Vous avez déjà entendu parler d'Émile Durkheim, fondateur de la sociologie scientifique en France, que Aron qualifié comme penseur de la tradition sociologique. Donc on n'est pas... Émile Durkheim proposait d'abolir l'héritage familial. Alors, je voudrais, dans le temps qu'il me reste, essayer de creuser un petit peu ce contraste qualitatif. Ce qui est fascinant dans ces théories du XIXe siècle, c'est qu'elles prennent à rebrousse-poil, en un sens, les naturalisations auxquelles nous ne cessons de procéder. Quand on les lit, quand on lit ces auteurs, on se rend compte que nous naturalisons, nous ne cessons de naturaliser, nous prenons comme évident cette institution. L'institution de l'héritage, la transmission familiale du patrimoine, nous ne parvenons pas, en un sens, à penser qu'elle pourrait être autre qu'elle n'est actuellement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette naturalisation, on le sait tous, pourtant, il s'agit bien d'une institution qui, comme toute institution, qui plus est juridique, est variable historiquement, socialement. Je n'en donnerai qu'un exemple. Aux États-Unis, il y a une liberté de tester. Un parent américain peut déshériter ses enfants. Un parent français ne peut pas déshériter ses enfants. Il y a bien là une variation historique et sociale qui va à rebours de notre tendance à la naturalisation. Et je crois qu'en France, cette évidence que revêt pour nous la transmission familiale du patrimoine, cette naturalisation s'appuie sur le fait que le chemin emprunté par les biens à la mort emprunte celui de la procréation biologique. Notre tendance à naturaliser l'institution de l'héritage s'appuie sur le fait que nous transmettons en droit français à nos enfants. Mais c'est le droit qui fait cette dévolution, qui fait que la dévolution des biens suit l'ordre de la procréation biologique. Et ce qui est fascinant, c'est de se tourner vers l'histoire. Ça a été créé à un moment donné. Et cet héritage, cette institution du partage égal entre enfants, elle nous vient très précisément de la Révolution française. Et je me permets juste de convoquer en cette enceinte ce moment de la Révolution française. L'appariement de la dévolution des biens, du chemin que suivent les biens et de la procréation biologique, elle s'est faite très exactement le 6 janvier 1794, pendant la loi de Nivose, au moment où les membres de la Convention ont adopté la loi de Nivose, et théoriquement, cet appariement a été pensé sous la plume de Mirabeau. Un texte nous sera lu tout à l'heure, sous la plume de Mirabeau, dans un magnifique discours que Mirabeau avait écrit et qui a été lu le 2 avril 1791, le jour même de sa mort. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce moment, dans ce discours de Mirabeau qui va être ensuite traduit juridiquement dans la loi de Nivose? Le fait que désormais, c'est l'acte des révolutionnaires contre l'ancien régime en matière successorale, à savoir l'abolition du droit de primogéniture masculine, de droit d'aînesse masculine, et la mise en place du partage égal, autant pour les cadets que pour l'aîné, autant pour les sœurs que pour les frères. Et il faut ajouter inclusion également des enfants légitimes, des enfants naturels, qui jusqu'ici étaient exclus des successions. C'est à ce moment-là que s'est fait l'appariement entre l'ordre de dévolution et la procréation biologique. Ce qui est très intéressant, c'est que les révolutionnaires avaient alors, ceux-là même qui ont mis cela en place, avaient alors la claire conscience que c'était un acte législatif, que c'était une décision du législateur que de procéder à cet appariement. Aujourd'hui, quand nous nous représentons la transmission, quand nous justifions la transmission, nous l'ancrons dans la volonté des parents.
ce sont les parents, nous représentons que les biens vont à nos enfants parce que nous le voulons. Ça serait c'est la volonté parentale que les biens aillent des parents aux enfants. Les révolutionnaires en ont la claire conscience, vu que eux l'ont fait contre la volonté des parents, qui voulaient au contraire privilégier l'aîné mâle. Tout au contraire, les révolutionnaires ont la claire conscience que c'est l'acte du législateur que de procéder à cet appariement du biologique et du dévolutif. Je crois que ça se donne tout particulièrement à voir dans le fait que cette volonté législatrice se donne tout particulièrement à voir dans le fait que dans ce dispositif spécifiquement français de la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est précisément un droit successoral impératif qui s'impose à la volonté des parents. En ce sens, et je crois que le bouleversement je crois que c'est l'un des principaux bouleversements opérés par ces théories du XIXe siècle. Le droit successoral pour les révolutionnaires français et les auteurs socialistes du XIXe siècle qui ont pris la suite. Je reviens de Suisse, où il y avait une votation citoyenne sur la question de l'héritage. Le droit successoral pour ces auteurs n'est pas une conséquence du droit de propriété. Ils ne cessent de le marteler. Le droit de propriété est suspendu à la mort. Il ne reste plus rien. Ils ne sont plus que le mort et poussière. Il ne reste rien. Le droit successoral n'est pas une conséquence d'un droit de propriété. Ce n'est pas la dernière manifestation de l'absoluité du droit de propriété qui irait jusqu'à ce pouvoir de déterminer ce que vont devenir les biens pour un temps où je ne serai plus. Non, pour les révolutionnaires français, pour les socialistes français du XIXe siècle, le droit successoral, c'est ce qui encadre le droit de propriété, c'est ce qui le limite. Je ne peux pas faire pour après ma mort ce que je veux de mes biens. Je ne peux même pas faire ce que je veux de mes biens de mon vivant. Dans le cas français, si j'ai 2 enfants, je ne peux pas donner à qui je veux la moitié de mes biens, par exemple. En d'autres termes, le droit successoral encadre le droit de propriété même du vivant. Et ce qui est formidable, alors vous voyez, nous sommes les héritiers des révolutionnaires français. La manière dont s'opèrent nos partages de succession nous vient directement d'eux, mais nous avons perdu le sens qu'ils y mettaient. À savoir que le droit successoral est la première des limites apportées au droit de propriété individuelle. Et ils en avaient une claire conscience, nous l'avons clairement oublié. Jean Jaurès, dans un texte de 1901 qui va aussi nous être lu, Jean Jaurès, finalement, résumait ainsi la question. Il avait parfaitement saisi ce geste des révolutionnaires. Jean Jaurès dit que les révolutionnaires, finalement, ont bien, eux que l'on lit comme... on lit la Révolution française comme une révolution bourgeoise qui aurait consacré le droit de propriété individuelle. Jaurès dit, mais non, pas du tout. Le premier encadrement, dans le Code civil même, les révolutionnaires ont inscrit une limite à l'absoluité du droit de propriété individuelle, à savoir le droit successoral. Simplement, ils ont choisi comme régulation, comme communauté régulatrice de ce droit successoral, la communauté familiale, qui est une communauté restreinte. La question est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la communauté destinataire et la communauté régulatrice du droit de propriété soient une communauté plus élargie que la famille? Jaurès pense en particulier à la communauté des travailleurs. Et c'est là le 4e contraste et dernier contraste, je m'arrêterai ensuite, entre les pensées du XIXe siècle et nos manières contemporaines de penser l'héritage aujourd'hui. Ce que l'on qualifie aujourd'hui de position abolitionniste est en fait une tentative pour penser un élargissement des destinataires de l'héritage. Ce qui est fascinant dans les théories du XIXe siècle, c'est qu'elles inventent d'autres destinataires possibles de l'héritage, ce que nous n'arrivons plus à faire. Nous, voilà, c'est l'évidence, ça doit être nos enfants. Nous naturalisons cette évidence. Ce que font ces auteurs, c'est qu'ils suspendent l'évidence et ils disent, il pourrait y avoir d'autres destinataires possibles. Et un des points où je les trouve les plus fascinants, c'est quand précisément ils inventent des destinataires collectifs. J'en donnerai simplement 2 exemples.
Par exemple, les Saint-Simoniens, c'est un groupe socialiste des années 1830, proposent qu'à la mort, les biens aillent à une banque publique d'investissement à l'échelle de la commune, qui sera en charge de les redistribuer, non pas selon le principe de l'hérédité, mais selon le principe de la capacité. Alors ça pose plein de problèmes, hein. Mais que font les Saint-Simoniens? Là où nous mettons une séquence automatique non interrogée, à la mort, les biens vont à nos enfants, les Saint-Simoniens nous disent, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer quelque chose d'un peu plus efficace économiquement, juste socialement, intelligent collectivement, où nous enclencherions une délibération publique avec des critères, hein. Il s'agit d'inventer des institutions publiques qui permettraient une délibération publique sur ce que les biens doivent devenir après la mort. Voilà d'un seul coup tout ce que nous n'interrogeons pas dans notre séquence automatique parents-enfants. Il n'y a pas de délibération publique dans notre séquence naturalisée. Et je crois que dans les conditions qui sont actuellement les nôtres, dans ces conditions de la grande transmission, où 9 000 milliards d'euros vont aller dans les mains d'une partie limitée des plus de 60 ans, alors que les besoins, nos besoins, les besoins des générations futures sont immenses, je ne peux m'empêcher, avec mes auteurs du 19e siècle, de me demander s'il ne serait pas temps de réinstaurer, de remettre en place une délibération publique sur ce que nous souhaitons faire de ces sommes. Merci. Mais cette délibération publique n'a-t-elle pas lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale à partir de l'impôt qui est levé? Là, je reviens sur ce que tu disais au début. L'impôt, ça sert quand même à quelque chose, là. On va faire tourner la parole. Donc, est-ce que dans la salle, certains souhaitent intervenir? Oui, si vous pouvez vous présenter à chaque fois. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Glickman, je suis un militant socialiste du 5e arrondissement de Paris, engagé dans la campagne municipale de Marine Rosset. Il y a quelque chose qui est intéressant. Alors déjà, moi, je vous remercie d'avoir fait le lien entre la propriété privée et l'héritage, parce que c'est vrai que vous n'avez pas cité Proudhon, que tout le monde connaît, la propriété c'est le vol, donc quelque part se dire qu'il n'y a pas automaticité entre la propriété et l'héritage, c'est vrai que c'est sympa, c'est intéressant de le rappeler, et il faut qu'on s'astreigne à le faire. Et vous citiez les auteurs du 19e. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune, et donc des pièces de théâtre de Labiche. Et Labiche, ou même Molière, c'est quoi l'enjeu de toutes les pièces de théâtre? Enfin, en tout cas, celles que je représentais, c'est toujours des enjeux de mariage. Et le mariage de Figaro, qui est également un grand classique dans le genre. Et donc, finalement, pourquoi je tiens ce propos sur l'héritage, c'est que vous parliez des dons du vivant, et donc en fait, un don très fortement pratiqué à cette époque-là, c'est le don aux enfants lors des mariages. Donc finalement, qui est une cessation du vivant qui a considéré à un moment où les enfants en ont besoin. Et là, on retrouve vraiment l'esprit originel, en tout cas du bénéficiaire jeune, on va dire, de 25 ans plus que de 60 ans. Et le dernier point que je voulais dire, je vais peut-être le perdre, mais je vais essayer de le retrouver. Oui, c'est Piketty, voilà, sur le fait de dire non pas une confiscation, mais une redistribution de l'héritage alors je sais plus quel âge il avait, mais voilà, que je trouve intéressante. Merci beaucoup. Alors, on réagit tout de suite ou on prend toutes les questions? Oui, vas-y. Ok. Et puis, je pense que sur la question du mariage, Nicolas aura beaucoup de choses à dire dans la mesure où il a beaucoup travaillé ces questions en économie. Alors, concernant le premier point, alors Proudhon sur l'héritage est on ne peut plus ambigu. Donc, tout à la fois, il se prononce, il qualifie la propriété de vol, mais il est favorable à de la transmission. Donc, c'est une pensée assez complexe de ce point de vue. Vous avez entièrement raison. Alors, au 19e siècle encore, mais
plus encore sous l'Ancien Régime, les questions d'héritage se scellaient au moment des mariages. Et il y avait, de ce point de vue, le mariage était une véritable transaction dans laquelle se cristallisait le sort très souvent de l'aîné, mais consécutivement de l'ensemble de sa fratrie. Et il y avait de ce point de vue une circulation concomitante des biens et des personnes dans les familles. Concernant la proposition de Piketty, donc Piketty propose, pour le dire d'un mot, tous héritiers. C'est-à-dire une dotation en capital égal pour tout jeune adulte, qui, à mon sens, n'est pas sans poser certaines difficultés, puisque il s'agit, dans ce cadre... je crains, déjà, la première chose qu'il faut dire nettement, c'est qu'on ne peut pas discuter de cette proposition en dotation en capital égal pour tout jeune adulte sans parler de montant. Parce que les principes ne sont pas indifférents aux paramètres et ce n'est pas la même chose de proposer une dotation de 1 000 €. J'ai cru comprendre que cette proposition a été portée par Gabriel Attal. Donc c'est pas la même chose de faire une proposition de 1 000 €, de 10 000 € ou de 100 000 €. Les principes philosophiques ne sont pas les mêmes et le positionnement politique, consécutivement, ne sera pas le même. Ce que je crains dans cette proposition de dotation en capital égal pour tout jeune adulte, qui n'est pas une proposition contemporaine, comme le disait Nicolas Frémaux, nous inventons peu de choses. Thomas Paine, au moment de la Révolution française, le proposait déjà. François Huet, catholique social, également était favorable à une telle dotation. Skidmore également. Il y a une histoire de cette proposition. Ce qui me semble poser problème dans cette proposition tous héritiers, c'est finalement que elle change très peu. Elle entend changer la donne sans, à mon sens, parvenir à le faire totalement, dans la mesure où, une fois que l'individu a reçu sa dotation à l'âge de 25 ans, il devient responsable de ce qu'il en fait. En un sens, on s'en lave ensuite les mains. On peut imaginer que, selon le milieu d'où on vient, on ne parviendra pas à faire la même chose de la somme ainsi reçue, que certains parviendront à la faire fructifier parce qu'ils ont bénéficié du capital culturel, social, scolaire permettant de faire fructifier cette somme, quand d'autres n'y parviendront pas. Et donc je trouve qu'il y a une forme de responsabilisation individuelle dans ce tous héritier pour donner à voir, comparé avec les propositions, par exemple, des Saint-Simoniens, où là, il y a vraiment une socialisation, en fait, de l'héritage. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Nicolas. Je ne vais peut-être pas revenir sur tous les points, mais ouais, sur la question des dots, oui, c'est un élément qui est assez central. Ce qui est bien avec un élément dont on n'a pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de données, etc. Il y a quand même plein de choses qu'on a du mal à mesurer et qu'on mesurait beaucoup mieux il y a 150 ans que maintenant. Donc c'est un peu le paradoxe. Et la question des dots, on peut vraiment, vous allez sur DAC Gallica, vous avez des publications très bien numérisées et vous pouvez mesurer, je pense, le poids des dots chaque année. Et en effet, donc les dots au 19e, c'est pas une partie négligeable. Les donations, ça représente 25% de l'ensemble des transmissions, mais la plupart sont des dots. Donc le moment du mariage, en effet, un moment hyper crucial. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué vu qu'on a beaucoup moins de données, mais on sait que les donations vont être assez... en tout cas, on les enregistre plus en tant que dot directement, mais on sait qu'en effet, le rôle du mariage joue beaucoup. Et là, on a beaucoup parlé de l'héritage au niveau individuel ou familial, seulement par enfant. Ce que j'ai pu montrer dans des travaux, c'est qu'il y a, en plus de ça, une homogamie entre héritiers. C'est-à-dire que nous, c'est pas un scoop, je pense, mais que les héritiers, en plus, ont la mauvaise idée, on va dire, de se marier ensemble. Et donc donc si on regarde maintenant les inégalités au niveau du ménage ou du couple, en fait, sont encore plus concentrées qu'au niveau des simples individus. Et donc il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui là-dessus. Alors là, on pourrait faire des propositions sur comment est-ce qu'on choisit son conjoint. Donc c'est déjà pas très populaire niveau héritage. Tirer son conjoint à la loterie, ça pourrait être encore une originalité. Donc je recommande pas ça, mais c'est un vrai enjeu qu'on laisse un peu de côté, mais qui explique aussi la concentration des héritages, de manière assez importante. Et aujourd'hui, donc vous avez donc le rôle
qu'on mesurait déjà aussi au 19e siècle, du régime matrimonial qui va aussi jouer sur la manière justement dont alors c'est plus les mêmes enjeux aujourd'hui, mais dont le patrimoine était transmis et protégé aussi. Pendant longtemps, en fait, l'héritage reçu par la fille pouvait être un peu capturé par son mari, et donc on transmettait des dots et on pratiquait un régime dotal pour protéger en plus ces dots. Donc il y avait énormément aussi d'enjeux, c'est pas le sujet du jour, mais sur ce qui se passait au sein de cette boîte noire qui est la famille, qui est assez important. Ouais. Et après, je rejoins totalement Mélanie sur les questions de dotation universelle. Je pense qu'en effet, le montant doit être quasiment la première question, parce qu'en effet, transmettre 1000, 15 000, 200 000, les paramètres, après, on peut évidemment, il y a énormément de paramètres. Est-ce que c'est vraiment universel? Est-ce qu'on la conditionne de son usage ou de qui reçoit? Évidemment, ça va être un enjeu, mais le montant en jeu, évidemment, le primordial ici, quoi. Et donc là, vous avez énormément de variations, évidemment, selon les propositions qui sont faites, quoi. Une demande de parole devant, et puis après à droite. Donc, Damien Vonenbroek de la gauche républicaine et socialiste, la GRS à Paris. J'avais une question sur la seniorisation de l'héritage et de la représentation. Vous avez, c'était pour Mélanie Pouvier, vous avez dit qu'il y avait une persistance de la représentation du jeune adulte comme recevant l'héritage. Mais est-ce qu'une des difficultés qui est devant nous dans le débat n'est pas justement que c'est davantage un jeune retraité, et que de la même façon que l'héritocratie succède à la méritocratie, le fait pour des jeunes retraités ou des futurs jeunes retraités d'avoir connu des parents qui ont bénéficié d'une retraite sécurisée et de savoir que la leur ne va pas l'être, et pas au contraire un argument en faveur d'un attachement de la classe moyenne à l'héritage comme béquille, garantie de solidarité interpersonnelle ou familiale pour résister à une taxation. Merci beaucoup pour... Peut-être on peut tourner. On fait tourner, Oui. ok, très bien. Alexandre? Merci beaucoup. Merci pour la richesse, évidemment, de vos interventions. Moi, j'ai une question pour chacun. La première, donc, pour Nicolas, qui est en fait, un des arguments pour élargir extension du domaine de la lutte, quelque part, c'est de trouver les arguments sur la question de l'efficacité économique que tu as commencé à décrire et à effleurer. Et donc sur notamment un certain nombre d'études qui démontrent que les entreprises héritées sont moins florissantes, que donc, grande surprise, le fait d'être un capitaine d'industrie ne se transmet pas en héritage, et tous les débats contemporains sur l'efficacité du pacte Dutreil. Donc j'aimerais bien que on ait, si tu pouvais nous en dire un peu plus sur cet aspect-là, je trouverais que ce serait particulièrement utile dans, disons, le fait de convaincre plus largement. Et une deuxième question pour Mélanie. Autour du concept d'héritocratie et des débats qui peuvent aussi exister aujourd'hui et que Liem a évoqué en début sur la question fiscale. Sur l'héritocratie, dans ton ouvrage, tu montres très bien que pour un certain nombre de penseurs, et notamment Tocqueville, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a un lien entre la nature même du régime politique et le droit successoral. Autrement dit, le droit successoral est quasiment remonté à une dimension constitutionnelle. J'aimerais bien que ce point, tu puisses nous en dire un mot. Le deuxième point, c'est plus en lien avec le sujet de la table ronde sur la question de la gauche, c'est qu'il y a un débat qui est évoqué, pareil dans ton ouvrage, entre Bakounine et Marx, à Bâle, entre le socialisme dit de la transmission et le socialisme de l'expropriation. Et j'aimerais bien que tu puisses aussi revenir sur ce débat. Je ne dis pas qu'il est tout à fait étranger, et je pense qu'il n'est pas tout à fait étranger au débat que nous avons sur Tax Zuckman, les grands héritages, etc., etc. Donc ce serait intéressant aussi, je crois, de le remettre dans notre discussion commune. Merci. Oui, vous répondrez aux questions que vous voulez. Alors la première question, c'est donc une question d'éclaircissement plutôt pour Mélanie, c'est-à-dire donc que la Révolution a fait l'égalité entre frères et sœurs. Et ce qu'on voit avec la biche, c'est que c'est pas vrai, puisque les femmes ont toujours un statut de mineur avec le mariage et la dot, etc. Bon, ça c'est pour les Mélanie. En lien avec ça, même si je passe du coq à l'âne, ce qu'a dit Nicolas, c'est qu'il y a un problème de données. Donc en particulier, Nicolas s'intéresse à l'évolution en montant de la part des donations dans l'ensemble des transmissions. Et il dit en gros maintenant c'est 50%
En 1880, c'était 15-16%, dont la moitié étaient des dots, etc. Les dots se sont éteintes en 1970. C'est un graphique, mais j'ai pas de slide. Hein. Mais voilà le graphique, là, si vous arrivez à le voir vaguement. Et l'idée, c'est que la part des donations a monté brutalement au moment de l'impôt sur la fortune. Pourquoi ? Parce que les riches ont transmis du patrimoine à leurs enfants pour éviter de payer l'impôt. Bon. Mais le problème qui se pose du point de vue des données, c'est qu'en fait, dans le livre de Nicolas Frouemo en 2018, cette statistique s'arrête à 2006. Donc depuis 2006, nous n'avons plus rien. Et donc le minimum, c'est taper comme une bête pour qu'on ait des statistiques. On ne demande pas des statistiques annuelles comme avant 64, ce que voulait Piketty, mais au moins des enquêtes représentatives. Bon, je continue, mais je parlais cet après-midi, donc arrêtez-moi tout de suite quand vous en avez marre. Dans l'évolution de ce qui s'est passé de la société d'héritiers, etc., etc., et ensuite les aggravations dont parle Mélanie, il y a un phénomène quand même que citerait Piketty immédiatement, qui est la montée de l'État social. Et ça, c'est nouveau, ça joue dans l'autre sens. C'était, regardez son bouquin rouge là de ses conférences au monde, enfin de ses tribunes au monde, où il y a 10, en Europe, l'État social fait 10% du revenu national en 1900, il monte à 47% aujourd'hui en moyenne, et ça change tout, parce qu'une société d'héritiers, c'est pas seulement où le poids de l'héritage est important dans la constitution des fortunes et où les postes du haut sont réservés à ceux qui sont héritiers. Une société d'héritiers, c'est aussi une société dans laquelle, quand on n'a pas d'héritage, la vie est dure. Or, l'État social garantit que non. C'est-à-dire que sans héritage, on peut s'en sortir. Alors, il y a des problèmes de logement dans les grandes villes, de diplômes mal valorisés, tout ça, etc. Mais l'État social, ça vous garantit, ça c'est... Et Piketty est un optimiste. Donc, est-ce qu'on est revenu à une société d'héritiers comme au 19e ? Non. Est-ce qu'on risque d'y revenir encore plus par rapport aux 30 Glorieuses ? Oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que donc, on a ce grand transfert qui arrive, et que pour diminuer la dette, qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper sur les dépenses les plus vulnérables, les dépenses sociales. Donc on va attaquer l'État social. Donc quand on parle de l'évolution, l'État social est essentiel. Bon, je continue puisque vous ne m'arrêtez pas. Au niveau de l'inégalité, les inégalités sont plus faibles que pendant les 30 Glorieuses. Les 1% des patrimoines les plus élevés dans les 30 Glorieuses possédaient 30% du patrimoine. Évidemment, ça remontait depuis 1984, mais dans les 30 Glorieuses, les inégalités du patrimoine étaient supérieures aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est que le phénomène qu'on a, comme le grand transfert, c'est un phénomène d'abord de masse. C'est les montants qui sont dingues. C'est la patrimonialisation qui est dingue. En termes d'inégalité relative, à la limite, c'est moins grave. Bon. Je pense qu'il y a un camarade qui veut parler. On va faire tourner. Il y avait là, et il y a Boris qui veut... Ah bah, et Pierre, bon, ça fait beaucoup là. Okay. Bonjour. On a jusque quelle heure, Alexandre ? On va prendre un peu de temps. On a démarré un petit peu en retard, mais l'idée c'est quand même de... Voilà, essayons sur les questions de nous concentrer sur des questions rapides. Ok. Arthur Fournon, je suis étudiant. Je reviens en fait sur la première question de la série, sur la question de la seniorisation et sur la vision d'un enfant qui du coup est âgé. Est-ce que la vision des personnes qui veulent transmettre leur héritage n'est pas aujourd'hui plutôt une vision de petits enfants ? Et auquel cas, la question de l'âge, dans les esprits reste la même. Et donc, ça s'arrête pas, cela dit, la question de l'âge du patrimoine. Et donc, je me demandais si on parlait de fiscalité progressive, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un critère d'âge du destinataire de l'héritage ? Luc Blanchard-Tézin, donc je suis élu local dans l'Oise et membre des écologistes. J'avais une vision, une question sur la nature du patrimoine transmis, qui est très classique, que vous avez décrite. On parle beaucoup d'aspects financiers, d'aspects patrimoniaux, logiquement. Et moi, forcément, je vais mettre mon grain de sel écolo, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout évoqué la question des patrimoines naturels et les fondements même de la constitution patrimoniale. Parce que les avoirs financiers sont constitués sur des exploitations de ressources naturelles, entre autres, et qui vont porter atteinte à notre environnement et qui pourront même à terme mettre en cause la solidité de ces transmissions. Et je voudrais aussi souligner un autre aspect qui pour moi n'a pas été du tout évoqué, c'est comment sont constitués
intrinsèquement certaines de ces fortunes qui sont spoliatrices, c'est sur l'exploitation, c'est un terme qu'on n'a pas du tout évoqué, l'exploitation, pour reprendre la vieille terminologie prolétarienne, et notre ami Eléphile ne sera pas mécontent d'entendre ça, je pense, qui fait que il y a quand même quelque chose qui fait que il y a un aspect illégitime potentiel au fait d'avoir de si grands patrimoines. Boris ? Oui, question très rapide. Dans vos observations, l'une et l'autre, est-ce que l'usage de l'impôt sur l'héritage était évoqué par les penseurs? Et je pose la question à dessein, parce que nous, c'est une question qu'on s'est énormément posée en écrivant notre rapport, parce qu'on a eu le sentiment que c'était un passage nécessaire pour légitimer le fait de s'interroger sur le droit de succession et sur sa taxation. Et du coup, je me demande si vous avez observé ça aussi à l'époque. Pierre ? Oui, Pierre Larouturou, militant justice sociale et climat comme beaucoup ici, et ancien rapporteur général du budget au niveau européen. D'abord, merci à Alexandre et à son équipe pour cette journée super intéressante. Merci pour cette table ronde super intéressante. Et je voudrais appuyer sur ce que vient de dire Boris et aussi sur la fin de ce qu'a dit Nicolas, sur le fait d'insister pourquoi on a besoin d'argent. Parce qu'au lieu de partir tout de suite, parce que souvent on n'a pas beaucoup de temps, sur le fait que notre proposition est sérieuse, voilà, redire qu'on a besoin d'argent pour les EHPAD. C'est pas un impôt sur la mort, c'est un impôt pour qu'on puisse vivre bien. On a besoin d'argent pour les EHPAD, on a besoin d'argent pour les universités, on a besoin d'argent pour le climat, pour la défense, on a besoin d'argent pour l'accès à la santé pour tout le monde. Voilà. Donc ça nous paraît évident et du coup on ne le dit pas, mais je crois que c'est très très important, de même qu'au Parlement européen, quand on se battait pour la taxe sur la spéculation, on a expliqué qu'on voulait, quand on se réveille le matin, le but n'est pas d'avoir une taxe supplémentaire, mais que tous les vieux qui sont dans un EHPAD puissent vivre dignement, et que voilà, c'est une évidence pour nous, mais parfois on a tendance à l'oublier quand on n'a qu'une minute et demie pour parler sur une radio. Voilà. Deuxième point, Nicolas à la fin parlait un peu d'une dimension européenne. Bonne nouvelle, parce que souvent on nous dit ok, on est d'accord, mais c'est pas possible dans un seul pays. C'est l'argument qui voilà. En Allemagne, c'est la Cour de Karlsruhe qui a relancé le débat sur la taxe sur les très gros héritages. En France, on a toujours peur que le Conseil constitutionnel nous censure. Dès qu'on parle de fiscalité, on a la trouille que le Conseil, on ne sait jamais trop sa jurisprudence. Mais en Allemagne, le point de départ du débat qui revient sur la taxe sur les très gros héritages, c'est la Cour de Karlsruhe, et qui va bientôt remettre le couvert dans quelques semaines. Et paradoxalement, c'est le chef de la CDU au Bundestag. C'est pas des sénateurs ou sénatrices de gauche. C'est le leader de la CDU au Bundestag qui a fait 2 interventions sur le fait qu'il fallait taxer beaucoup plus les très gros héritages, parce qu'on a besoin d'argent en Allemagne pour l'industrie, pour la défense, et qu'ils ouvrent il y a des tabous qui sont tombés sur le fait qu'on peut faire de la dette et qu'on peut ne pas compter dans les 3% de Maastricht ces investissements. Donc il y a quand même pas mal de tabous qui tombent et qui ont été mis dans la constitution allemande. Donc ça veut dire que c'est pas juste 3 intellos après avoir pris une bière, mais y compris, et il s'en est pris plein la tête, je vous fais pas croire que ça fait consensus au sein de la CDU-CSU, mais c'est quand même le leader de la CDU qui a dit il faut qu'on avance sur la taxe sur les très gros héritages. Donc peut-être que ça peut donner de la force à ceux et celles qui se battent en France là-dessus. Madame ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour, Isabelle Gracien-Boué. Je suis militante socialiste dans le 16e. Je remercie Alexandre pour l'invitation et merci pour cette table ronde. Ma question est de savoir comment on peut combler cette injustice sociale par l'héritage des grandes entreprises, des grandes fortunes. Est-ce qu'on peut travailler sur la loi Dutreil, par exemple, essayer de travailler sur ces lois qui permettent de combler ces inégalités et revenir sur la taxe Zuckman qui était une taxe qui permettait aussi de faire en sorte qu'il y ait une certaine justice sociale par rapport à ces grandes fortunes qui sont là, qui ne voient pas cette injustice des personnes qui n'ont pratiquement rien. Oui, bonjour. Je m'appelle Antoine, je suis futur administrateur du Sénat, donc je suis très content d'être ici parce que c'est là où je vais travailler plus tard. Mais moi j'ai une question justement pour politiquement. Là on a beaucoup parlé de Bakounine, de Marx, etc. Mais finalement est-ce que aussi les libéraux, alors qu'ils s'y opposent à l'Assemblée, au Sénat,
l'égalité des chances, l'argument peut être transpartisan. Normalement, si on regarde John Rawls, par exemple, ou je sais pas, enfin, là, j'ai commencé le livre aussi de M. Masson, les économistes Friedman au départ, et Hayek était aussi contre l'héritage. Donc, est-ce que ça ne devrait pas être transpartisan finalement, et ce serait plus facilement acceptable après pour concrétiser les propositions de renforcement des droits de succession? Vous répondez? Qui commence? Alors, je commence. Je vais essayer de condenser. Je me suis fait des petits blocs de vos questions. Première question autour de l'État social. Et dans le contexte particulier qui est le nôtre, de cette seniorisation de l'héritage, des sécurisations que les seniors entendent s'apporter, se garantir via ces héritages reçus. Alors déjà, je crois qu'il est important de le répéter, tous les plus de 60 ans ne sont pas riches, tous les plus de 60 ans ne sont pas des héritiers, et André Masson travaille tout particulièrement sur ces questions. Ils ont aussi de bonnes raisons de sécuriser leur épargne. Alors, on a évoqué la mise à mal de notre système de répartition, de retraite par répartition. On peut ajouter la prévoyance face à leur grande dépendance à venir. Et c'est là qu'il me semble qu'on ne peut, on l'a dit, il n'est pas possible de décorréler la question de l'héritage de celle de la propriété privée. Il n'est pas possible de décorréler l'héritage de la question du travail. Il n'est pas non plus possible de décorréler la question de l'héritage de celle de l'État social. Et la question n'est pas une question individuelle, c'est une question de choix de société. Que voulons-nous? Quel type de protection souhaitons-nous? Souhaitons-nous des protections familiales qui ont l'avantage d'être rapprochées, c'est affectives, qui sont, voilà, c'est le cocon de la famille, mais qui sont très inégalement distribuées, ou souhaitons-nous des protections certes plus éloignées, mais sur lesquelles il y a eu délibération publique et qui sont plus étendues. Vraiment, c'est ça qui est très compliqué en matière d'héritage, c'est qu'on touche à une matière éminemment familiale, intime, mais en fait dans laquelle sont logés des choix de société. Et pour répondre à la question précise qui était posée, oui, bien évidemment, les plus de 60 ans ont raison de vouloir protéger leurs vieux jours face au délitement, enfin en tout cas à la rétractation du système de retraite, face au risque de la grande dépendance. Mais ce qu'il faudrait mettre en face, s'il y avait un service public de la grande dépendance digne de ce nom, il n'aurait pas à faire cela. Donc je crois vraiment qu'à chaque fois, l'État social doit être là à même la question de l'héritage. Alors, concernant votre question, monsieur, sur la circulation du patrimoine vers, enfin, en gros, le saut de génération, le fait que les grands-parents puissent donner à leurs petits-enfants, c'est des pistes sur lesquelles les économistes réfléchissent. Il y a des incitations fiscales qui permettent ces sauts générationnels, mais vous ne changez rien à l'inégale distribution entre les familles. Voilà. Et tout au contraire, on a vu avec Nicolas tout à l'heure combien la capacité même à anticiper, la capacité même à donner à ses enfants jeunes est inégalement distribuée. Parce qu'il faut avoir du capital disponible pour le faire. Donc voilà pour la première question, l'ensemble des questions sur l'État social. Concernant les statistiques, je crois que nous avons ici à le dire haut et fort, et Nicolas me succédera, j'en suis sûre, dans cet appel de chercheurs. Hein. Nous n'avons plus de données depuis 2010. Nous n'avons tout simplement plus de données depuis 2010. Ce qui était possible au XIXe siècle, à savoir la collecte par l'administration fiscale de données agrégées, n'existe plus depuis 2010. Et vous savez pourquoi? À cause de l'informatisation. C'est comme à l'ère du big data, nous n'avons plus aujourd'hui de données agrégées et d'exploitation de ces données agrégées produites par l'administration fiscale. Je n'y croyais pas, donc j'ai été voir des notaires pour voir comment ça se passait. Les notaires remplissent les déclarations de succession sur un ordinateur dans un document. Ils l'impriment et ils l'envoient à Bercy.
Voilà. Nous sommes à l'ère du big data, de l'informatique. Et ce qui fait que très concrètement, ce n'est pas comme quand vous faites votre déclaration de revenus dans la case G13. On imagine que derrière, il y a des tableurs Excel ou un logiciel R qui permet d'agréger toutes ces données. En matière fiscale, non. Et de ce point de vue, je voudrais revenir au moment où les révolutionnaires ont mis en place l'administration fiscale dont nous sommes les héritiers. Ils l'ont fait, les frais de succession, les droits de succession sont ce qu'on appelle des droits d'enregistrement, qui correspondent à l'enregistrement, à une obligation de déclaration de tout changement de propriétaire et à une photographie de l'état du patrimoine. Derrière l'impôt sur les successions, il y a aussi la connaissance que nous pouvons avoir des inégalités patrimoniales. Et de ce point de vue, la mort est un moment absolument formidable, permettant une connaissance. Il faut transfigurer nos représentations de la mort de ce point de vue. C'est un moment formidable. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inventaire. L'inventaire, c'est le moment où on a une image précise des patrimoines. Ces données existent dans chaque actes de succession, elles existent, et de manière détaillée, par type de bien, etc. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est les données agrégées qu'on peut produire à partir de celles-là. Et je pense qu'il y a un réel enjeu, et c'est à mon sens ce qui justifie également les réflexions autour de ce régime héritocratique. Il y a un vrai enjeu démocratique dans la publication de ces données. J'en viens à la question du patrimoine naturel. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Il y a quelque chose de tout à fait surprenant dans le fait, dans une partition qui est opérée par nos modes de transmission et que nous n'interrogeons jamais. Prenons une industrie polluante. Nous acceptons collectivement que les bénéfices générés par cette industrie polluante soient transmis privativement au sein de la famille, mais nous acceptons tout autant que les dégradations produites par cette industrie polluante soient léguées collectivement aux générations futures. Il y a là un partage surprenant. Pourquoi donc, du côté des bénéfices, la transmission est-elle privative, quand du côté des dégradations, que l'on parle d'ailleurs du capital humain ou du capital naturel, quand du côté des dégradations, ce sont les générations. Là, nous acceptons qu'il y ait un legs collectif. Là, nous acceptons qu'il y ait socialisation. Je pense que de ce point de vue, nous avons aussi à travailler cette question du point de vue de cette dégradation. Et là, il y a une vraie différence par rapport au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les auteurs que j'ai étudiés sont convaincus, ils croient au progrès. C'est-à-dire que ce qui est légué, c'est un plus et c'est un mieux par rapport à ce qu'ils ont reçu. Auguste Comte emploie pour cela le terme de transmission améliorée. Et vraiment, ils sont convaincus que la transmission est à chaque génération améliorée. J'ai reçu de ceux qui me précèdent, je vais transmettre à ceux qui me succèdent, et il y a un plus. Je crois que cette page-là est tournée. Nous avons tous conscience que nous léguons aux générations futures, à nos enfants, aux générations futures. Et je crois que même les très riches le savent. Nous léguons une planète dégradée. En d'autres termes, nous ne léguons pas que du mieux vivre. Nous léguons aussi ce qui va rendre plus compliqué aux jeunes générations et aux futures générations de vivre. Et je crois que vraiment, nous avons collectivement aussi à faire cet effort de repenser la question de l'héritage depuis cette question. La question de l'affectation, c'est une vraie question. Donc la question du fléchage, de l'affectation de l'impôt. Comme je vous le disais, je reviens de Suisse. Tout à l'heure, il y aura d'ailleurs, je regarde l'heure, vers 15h, il y aura Samuel Bendahan qui sera ici pour en parler. Il y a en Suisse actuellement une campagne dans le cadre d'une votation citoyenne portée par les jeunes socialistes pour mettre en place ce qu'ils ont appelé, d'une très belle expression, un impôt d'avenir. Donc c'est une taxation sur les très grosses successions en vue de financer la transition écologique. Avec cette idée
derrière, donc vraiment là, il y a un ciblage, hein, financer la transition écologique. On pourrait imaginer d'autres fléchages du type la jeunesse. Je suis enseignante-chercheur, je vois combien le sort de nos étudiants est aujourd'hui dramatique, la plupart devant travailler dans des conditions extrêmement dures pour financer leurs études. Voilà, je pense que là, il y a directement connecté à la question de l'héritage des domaines d'action urgentes dont on pourrait se saisir. Je crois que cette question du fléchage, c'est potentiellement un lieu de retournement de la version à l'égard de la fiscalité successorale. Je crois que ce qui choque peut-être dans l'impôt sur les successions, c'est le fait que ce patrimoine cumulé au cours d'une vie, on ne voit pas où il va. Finalement, il y a quelque chose de sécurisant dans le fait de transmettre à ses enfants, c'est qu'on sait ce que ça va devenir. Ce que j'ai accumulé tout au long de ma vie, je vois où ça va aller. Dans l'impôt, finalement, si c'est pour alimenter le budget de l'État, peut-être qu'il manque de ce point de vue une destination et par là même un sens post-mortem. Et je crois d'ailleurs que c'est également cela qui fait la popularité actuelle extrêmement dangereuse des propositions d'accroissement de la quotité disponible et de la liberté testamentaire. Parce que dans la liberté testamentaire, je choisis où ça va aller. Je décide de l'allocation post-mortem de mes biens. Et je crois que nous n'avons pas collectivement à minorer cette question de l'affectation. J'y vois au contraire un potentiel lieu de retournement de l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale. Donc vraiment, je pense que nous avons à nous saisir de cette question. Et enfin, je réponds aux questions du sénateur Huizy. Alors, effectivement, un des autres points fascinants, il n'était pas possible de décrire tous les points fascinants des théories du 19e siècle sur l'héritage. Un des points fascinants de ces théories, c'est que la question de l'héritage n'y est pas décorrélée de la question politique entendue au sens de la nature du régime politique. Ce dont nous font prendre en compte, enfin, ce que les révolutionnaires tout particulièrement nous aident à prendre en compte, c'est que la question de l'héritage, et c'était formulé comme ça à ce moment-là, est une question constitutionnelle. On est pendant la Constituante, dans les années 1791, on est au moment où doit être mis en place une constitution. Et la question que se posent les députés de la Constituante est la suivante: est-ce que dans ce cadre, nous avons le droit de parler de traiter de la question de l'héritage ? Et ils en viennent à cette conclusion, parce que très concrètement, ils avaient à faire une constitution. Une fois que la constitution est établie, c'est à l'Assemblée législative de faire le code civil. Ça a mis des années. On l'a eu en 1804. Ce que disent les députés de la Constituante, d'abord Merlin de Douai, ensuite Mirabeau, Robespierre, Pétion de Villeneuve, c'est que de toutes les matières du droit civil, le droit successoral, l'héritage est la matière la plus constitutionnelle. Qu'avec cette matière-là, on touche à la nature même du régime politique. De ce point de vue, la féodalité ne fonctionne pas sans le droit d'aînesse. La féodalité ne fonctionne pas sans les privilèges fiscaux selon les types de biens. Et de ce point de vue, la note du Conseil d'analyse économique qui montre combien nous avons restauré des niches qui concernent des types d'actifs détenus par par les classes les plus aisées de la population doit nous interroger. Oui, il y a un lien entre l'héritage et la nature du régime politique, et c'est cela le sens de cette expression héritocratie. C'est précisément cela que restaure cette idée d'héritocratie. En un sens, nos sociétés d'héritiers interrogent notre capacité démocratique. Oui. Et enfin, dernière question du sénateur Huizy, concernant ce débat Marx et Bakounine, qui lui aussi est de toute beauté. On est en septembre 1869 à Bâle, congrès de la Première Internationale, et alors Marx et Bakounine s'opposaient pour pas mal de choses, et là, cette tension s'est cristallisée autour de la question de l'héritage. Pour Marx, la question de l'héritage n'en est pas une. Socialisons les moyens de production, l'abolition de la transmission familiale du patrimoine sera consécutive. Donc, ça ne sert à rien de s'attaquer à cette question, dont Marx dit que, qui plus est, elle est fortement impopulaire, et qu'il vaut mieux s'attaquer à la socialisation des moyens de production. Il n'y a pas à traiter de la question de l'héritage. Bakounine s'oppose à Marx sur cette question
en lui disant que la socialisation des moyens de production ne peut pas se faire ex nihilo, qu'elle ne peut pas se faire en un jour, et que tout au contraire, aller vers la socialisation des moyens de production suppose d'en passer par l'abolition de l'héritage familial. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce débat ? C'est cela que j'ai appelé le socialisme de la transmission. Il y a cette idée que finalement, avec la mort, il y a une suspension des droits de propriété. Il y a un moment, la mort, où le bien n'est plus rattaché à personne. Et que dans ce moment-là, il y a une place possible pour une autre distribution des ressources, pour, par exemple, une socialisation partielle ou complète des ressources. En d'autres termes, il y a cette idée que la mort est une opportunité formidable pour opérer une autre distribution. C'est cette idée à laquelle Bakounine est fermement attaché. Finalement, vous voyez, ce qui est en jeu, c'est le fait même. Là encore, je vais conclure en m'appuyant sur Durkheim, qui dit les choses de manière très simple, mais de manière totalement percutante. Voici comment Durkheim définit la propriété privée individuelle. La propriété individuelle, c'est la propriété qui commence et qui finit avec l'individu. Truisme et bouleversement complet. Ce que Bakounine fait, ce dont nous avons aujourd'hui à reprendre conscience, c'est qu'il y a là une opportunité à la mort d'opérer une autre distribution. Et la très bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle individuelle, mais une très bonne nouvelle collective, c'est que nous allons tous mourir. Le plus long terme possible, au plus long terme possible, comme dirait l'autre. C'est à toi, Nicolas. C'est un peu dur d'enchaîner sur cette conclusion. Je vais essayer d'être vraiment très succinct et faire comme Mélanie, de regrouper un peu deux aspects. Pour revenir sur les données, donc peut-être juste pour rassurer les gens, parce que là on a cité plein de chiffres depuis tout à l'heure, on raconte pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques données indirectes qui nous permettent donc de faire des projections à 2040 ou de raconter des choses, mais il n'y a aucune donnée de bonne qualité qui serait de nature fiscale en fait. Et donc c'est un peu délirant en effet. Donc ça fait 15 ans qu'on n'a pas de chiffres officiels de la part de Bercy. Moi, j'ai commencé ma thèse en 2010. À chaque fois, j'ai entendu c'est pour l'année prochaine. Bon, ça fait 15 ans que j'entends ça. Je serais peut-être parti en retraite. On n'aura toujours pas de données. J'espère qu'il y en a qui arriveront avant. Mais donc, c'est vraiment c'est assez délirant du point de vue du chercheur parce qu'il n'y a aucun obstacle technique, légal. D'accord, c'est tout à fait possible. Et à nouveau, je vous invite à aller sur le site de Gallica où en 1820, vous avez un détail des donations, donc par tranche, par département, par type de dot, etc. Vous pouvez faire donc des jolies cartes, etc. Aujourd'hui, on est capable de... La seule info qu'il y a sur le site de Bercy, c'est le montant donc, des DMTG, donc de l'impôt sur l'héritage. Et c'est tout. Parce qu'il y avait même quelques chiffres il y a quelques années sur le nombre de transmissions taxables, etc. Donc des choses qui nous permettent de ne pas faire grand-chose, qui ont elles-mêmes disparu. Donc là, il y a de moins en moins de données. Donc ça devient vraiment là on a vraiment une statistique maintenant dont on peut se servir tous les ans. C'est un peu compliqué. Et ce que ça entraîne comme problème, c'est que c'est compliqué d'avoir un débat serein en fait sur la question. Donc sur l'héritage, rien n'est serein. Je pense qu'on a compris depuis ce matin que c'est assez crispant. Mais le problème, c'est que même du point de vue du chercheur, le but, c'est de produire des connaissances, notamment sur justement l'efficacité de l'impôt. Et donc je vais revenir là-dessus. Donc il y a quelques données qui émergent. Donc il y a une petite lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que sur le pacte Dutreil, maintenant on en sait plus, mais c'est très récent. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le pacte Dutreil, on nous disait à chaque PLF que ça coûtait 500 millions donc, de pertes de recettes fiscales. Personne ne sait d'où sortaient ces 500 millions. C'était une estimation de Bercy quand il fallait détailler, personne ne sortait. Bizarrement, 500 millions, c'était exactement à l'euro près le même chiffre tous les ans. Alors qu'on peut se dire peut-être que les gens transmettent plus ou moins d'une année à l'autre. Non. Et donc on s'est rendu compte, donc, avec la Cour des comptes et une note avant du CAE, que ça coûtait en fait donc, jusqu'à 5 milliards, donc 10 fois plus, ce qui est quand même légère erreur technique. Et donc, c'est pas les mêmes montants en jeu. Quand on cherche 40 milliards pour boucler un budget et qu'il en manque déjà 5 avec le pacte Dutreil, c'est un premier enjeu. Et l'enjeu de l'efficacité, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que l'impôt fonctionne bien, donc est-ce qu'il crée des distorsions ou pas, et est-ce que l'héritage est une bonne chose économiquement parlant si on laisse de côté l'aspect justice sociale qui est quand même pas la moindre question. Et là-dessus il nous faut des données en fait, donc c'est très compliqué de répondre à ça. Les quelques éléments qu'on a, c'est dire que l'héritage c'est pas forcément une source d'efficacité très grande. Donc le rapport de la Cour des comptes, il s'inscrit dans une littérature
qui ne s'applique pas trop pas seulement à la France, qui montre que, sans trop de surprise, les héritiers font pas forcément des bons entrepreneurs. C'est pas parce que votre père a une très bonne idée un jour que ça va se transmettre à vous et que vous allez être capable de bien gérer l'entreprise. Ça peut arriver, ça veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a rien d'automatique et que donc favoriser la transmission d'entreprise pour plein de très bonnes raisons, ça peut être ça peut avoir un mauvais résultat économiquement parlant. En tout cas, c'est une question qui se pose et c'est l'enjeu en fait de l'analyse de toutes les niches fiscales, qu'elles concernent en fait l'héritage ou le revenu, c'est qu'à chaque fois ça peut partir d'une bonne idée, d'une bonne intuition. Le problème, c'est quand même de voir si ça marche en fait. Quand vous renoncez à des recettes fiscales à hauteur de plusieurs milliards d'euros, est-ce qu'elles rapportent plus qu'elles coûtent? Et donc ça, c'est un enjeu. Et c'est, au-delà de l'héritage, c'est une sorte de réflexe qu'on n'a pas vraiment en France d'évaluer systématiquement toutes les niches. C'est ce qu'on devrait faire dans l'absolu. C'est un peu ce qu'avait pris Macron comme exemple quand il était arrivé, en disant on va évaluer les choses. Sur l'ISF, s'il y a justement plus de départs que d'arrivées ou l'inverse, on remettra en question les politiques. Bon, il n'y a pas grand-chose qui a été remis en question, mais c'est vraiment un élément un réflexe qu'on doit avoir. Et sans donner, vous pouvez essayer d'évaluer ce que vous voulez, ça va rien. Vous n'allez pas arriver à grand-chose, quoi. Donc c'est un enjeu qui est vraiment très très important. Donc le pacte du Dutreil montre que oui, ça coûte 5 milliards, il y a peu de chances que ça en rapporte pas autant a priori. Donc si on se tient à ce seul argument comme ça, c'est un argument pour justement le limiter ou le réformer en tout cas. Je ne vais pas répondre à tout le reste. Un autre élément qui me paraissait assez important, c'est la question en effet du fléchage des dépenses. Donc en effet, là, on a vraiment l'embarras du choix pour flécher où on veut. On peut penser à l'université en étant directement concerné, pas juste pour mon salaire, mais pour vraiment les conditions dans lesquelles on donne des cours à des étudiants qui commencent à être un peu compliquées. Et en effet, après, on peut penser à la dépendance. Donc là, on aura un argument de dire on va redistribuer au sein d'une génération. On peut avoir tous les arguments qu'on a évoqués pour une dotation universelle ou des transferts entre générations. Donc là, ça peut être vraiment un sujet à délibération, évidemment. Donc il y a en effet, on peut voir, il y a énormément de besoins. La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle avec l'héritage, c'est que ce chiffre des 9 000 milliards d'euros, on peut le voir comme quelque chose de totalement déprimant dans le sens où ça va reproduire les inégalités. C'est aussi une opportunité énorme, évidemment, vu que même en les taxant faiblement, les recettes, quand votre assiette c'est 9 000 milliards d'euros, c'est quand même plus appréciable que si vous essayez de réduire les APL qui représentent 15 milliards par an. Donc vous avez des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et juste se rendre compte, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes étudiants à peu près chaque année, se rendre compte des ordres de grandeur, c'est déjà un premier élément. Donc là, sur les éléments patrimoniaux, se dire que les Français détiennent 15 000 milliards d'euros et qu'il y en a 9 000 qui vont être transmis dans les années qui viennent, c'est vraiment un enjeu qui est important et qui peut vraiment clarifier le débat assez rapidement. Et surtout, la question du fléchage, ça peut aussi être un argument. Alors, je suis pas politique, mais ça peut être vraiment un argument politique, en fait. Parce que une des choses que vous entendez souvent dès qu'on va parler d'impôt sur les successions, c'est on va le voir comme un énième impôt. On a déjà été imposé toute sa vie, se dire il y a vraiment le dernier coup de grâce, qui est l'impôt sur les successions. Si vous le présentez seulement comme un nouvel impôt, en fait, le débat est quasiment perdu d'avance, en fait. Donc déjà, il faut le présenter peut-être par rapport à d'autres impôts, en disant si on augmente la fiscalité des successions pour baisser la fiscalité sur le travail, déjà là, c'est peut-être un peu plus alléchant comme proposition. Et surtout, c'est ce que disait Mélanie, donc je vais être assez rapide, mais ça permet aussi de voir où vont les recettes et de donner d'avoir quelque chose qui est plus cohérent, peut-être plus acceptable en fait politiquement, au-delà même de l'enjeu en termes à nouveau d'efficacité, de justice sociale, etc. Donc en effet, je pense que c'est un élément qui est assez important. Après voilà, le fléchage, on peut le faire dans plein de directions, évidemment. Donc mais c'est un argument qui pour moi me paraît assez important aussi dans le débat. Il ne faut pas juste le présenter comme un nouvel impôt ou comme un impôt à réformer. Ça doit s'inscrire dans un débat plus large et être mis en parallèle aussi avec l'imposition du vivant des individus, avec la taxe Zuckman par exemple. Donc ça doit s'articuler vraiment avec tout le système de dépenses et de recettes au final. Voilà. J'essaie d'être succinct, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais voilà. Merci. Merci Mélanie, merci Nicolas.